va pas tourner autour du pot quand même. Le ministre de l'Intérieur actuel, Retailleau. Oui, mais dites-le. Oui, je le dis, hein, c'est pas que je m'en cache. Oui. Bon, ça fait partie d'un de mes combats d'ailleurs, de dire que tout en étant nous respectueux du droit français que nous connaissons par ailleurs, nous sommes attentifs aussi à ce que ce droit, qui est un droit qui donne une hospitalité à l'étranger, ces droits-là soient respectés. Et nous n'accepterons pas une instrumentalisation politique, d'où qu'elle vienne. Bonjour chers téléspectateurs de Entretien du jour. Aujourd'hui sur Global Africa, nous recevons Sirima Arjuma. Arjuma Sirima, qui est candidat du Haut Conseil des Burkinabés de France et également président de l'Union des Burkinabés du Grand Ouest, c'est-à-dire la zone de la Bretagne. Mais avant de commencer notre émission, notre entretien, nous avons aujourd'hui très exceptionnellement pour les journées du 8 mars, des commémorations du 8 mars, une forte pensée pour les femmes de l'Est de la RDC tributaires de l'invasion rwandaise sur leur territoire. Bonjour et re-bienvenue dans notre émission, Arjuma Sirima. Bonjour. Bonjour. Alors, oui. Multiples fois candidat dans votre vie. Là encore, vous êtes candidat au Conseil des Burkinabés de France. Oui. Pour proposer quoi? Alors, je propose un engagement déterminé d'une diaspora qui est sans doute très active. Mais l'engagement, là, c'est un changement d'échelle. Nous avons, depuis plusieurs décennies, essayé d'apporter notre contribution au pays. Et c'est qu'il a manqué une touche de mise en synergie de nos multiples initiatives. Et moi, je suis candidat pour relier tout ça. Voilà. Vous allez relier avec une nouvelle touche toutes les diasporas, toute la diaspora, du moins celle du Grand Ouest. Qui va de Brest jusqu'à Orléans. 3 zones en tout. C'est ça, donc la Bretagne, les Pays de la Loire et le Centre-Val de Loire. Mais que proposez-vous que 2 autres candidats qui sont vos concurrents ne proposent pas, Arjuma? Déjà, moi je suis délégué au Conseil supérieur des Burkinabés de l'étranger. Ça veut dire que j'ai exercé un mandat qui m'a donné l'opportunité de consolider une dynamique sur 10 grandes villes de la zone. Et je pense que cette expérience-là, mes 2 jeunes frères qui se présentent ne l'ont pas, évidemment. Ça deviendra un atout si j'en fais quelque chose. Oui, mais il ne pourra pas y avoir un télescopage générationnel qui leur donnera... Ils ont l'atout de la jeunesse. Ah ben, l'atout de la jeunesse aussi, c'est la capacité à s'inventer. Ce n'est pas seulement une question d'âge. Et en l'occurrence, puisque vous dites ça aussi, j'ai comme colistier un jeune chef d'entreprise qui est très dynamique. Je veux saluer ici Mathias Battenot. Donc, en tous les cas, ce que nous apportons de neuf, c'est d'inscrire un parcours de communauté. J'entends par là, nous avons l'habitude souvent, c'est le reproche qu'on nous fait aux Africains, de ne pas avoir un suivi, d'être beaucoup plus dans les initiatives qui s'accumulent sans qu'on voit quelle est la cohérence globale. Moi, je veux vraiment qu'on imprime un parcours de communauté dans le sens que ce que nous ferons, bon, modestement, d'autres continuent parce qu'on a posé des balises. On a posé des références que chacun qui vient va dire « Ah tiens, ça c'est quelque chose qui nous sert tous et qui peut être amélioré sans doute ». Je vais prendre un exemple très concret. Aujourd'hui, difficilement les jeunes burkinabés, mais pas que, les jeunes étudiants ici en France, l'un des grands problèmes qu'ils rencontrent, c'est le logement. Alors, quand un jeune a des problèmes, qu'est-ce qui se passe? S'il a un réseau, c'est bien. Quand il a un réseau,
le tonton ou la tante pourra lui faire la caution que lui demande le propriétaire pour pouvoir avoir l'appart. Mais s'il n'y a pas le tonton, la tante, ben, le jeune il va tourner en rond jusqu'à perdre l'offre. La proposition concrète que nous voyons, c'est quoi? Ça a été fait jusque-là, hein? On ne va pas réinventer la poudre. Par contre, ce que je souhaite qu'on mette en place, c'est un dispositif. Quelque chose qui est mis en place et qui est accessible à tous, que tu aies un réseau ou pas. Si tu as un problème, tu es vraiment dans la dernière ligne droite d'avoir ton accord. J'ai vu ce mécanisme être mis en place par le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur à Bamako. Okay. Quand des Maliens ont fui la RDC et plus tard le Congo-Brazza pour des problèmes de conflit dans les deux pays, ce mécanisme va être mis en place pour les orienter, soit pour les études, pour ceux qui doivent aller dans leur village, avoir un logement temporaire à Bamako, et ainsi de suite. Est-ce ce genre de logistique que vous voulez pour vos compatriotes? Ben oui, c'est surtout que réduire un peu la précarité de ce moment-là, parce qu'ils ont leurs études à faire, ils doivent courir un peu partout. En même temps, il faut se casser la tête pour savoir où j'aurai quelqu'un qui me porte caution. Ben, si on ne l'a pas, le propriétaire ne va jamais accepter. Rennes est également une ville universitaire. Est-ce que vous comptez aussi accompagner les étudiants, qui viennent nouvellement sur votre zone, à les accompagner dans les démarches administratives? Ben, la démarche, c'est de travailler avec les associations. Ça, c'est le maître mot vraiment de notre candidature. Nous ne faisons rien par nous-mêmes. Si on nous fait confiance et que notre équipe est élue, nous travaillerons étroitement avec les associations. En l'occurrence, là, l'étudiant sur son campus qui est isolé, on va l'aider à se connecter avec une association étudiante. Burkinabé ou pas d'ailleurs, hein, l'essentiel est qu'il soit dans un réseau social. Une fois qu'il rencontre une association et que l'association l'aide à trouver un logement et que le petit coup de pouce, c'est de l'aider à faire tel ou tel document pour la préfecture ou pour le propriétaire, ainsi de suite, nous on intervient. Ça veut dire qu'il faut absolument que la première démarche vienne du jeune lui-même. C'est lui, il faut aussi, on invite à une prise de responsabilité des jeunes, hein, parce que je ne suis pas en train de dire qu'on ira les chercher, ils sont dans leur chambre, ils ne veulent pas sortir. Non, moi je m'attends quand même à ce qu'ils montrent qu'ils en veulent aussi, et là, on les accompagne, on les soutient. J'ai vu dans votre proposition à vos compatriotes qu'il est question aussi de consolider la solidarité entre les Burkinabés d'ici, enfin de votre zone, le Grand Ouest, et ceux du pays. Du déjà vu ou vous rénovez quelque chose? Alors, il y a les deux aspects. Il y a le déjà vu, il y a du nouveau. Le déjà vu, c'est quoi? Le déjà vu, c'est chacun, comme on le sait, hein, quand on est en diaspora, on le sait très bien, à peu près tout le temps on est sollicité par la famille ou les proches au pays. Bon, en fonction du revenu qu'on a, et même si on donnait tout le salaire, ça ne suffirait pas. Ce qu'il faudrait imaginer, c'est qu'on puisse travailler en synergie pour plutôt soutenir des besoins à satisfaire là-bas. Un exemple concret qui avait été évoqué lors du forum de la diaspora burkinabé en 2018 à Ouagadougou, c'est d'imaginer une sorte de mutuelle santé diaspora. Ça consiste à quoi? Ça veut dire que la diaspora ici, nous cotisons dans un fonds santé et ça peut servir à nous-mêmes quand on est au pays en séjour ou autre, mais ça sert à nos proches que nous inscrivons dans le dispositif pour qu'ils aient un accompagnement, une prise en charge de soins. Et chacun sait que dans les sollicitations qu'on a, c'est souvent la santé, parfois l'éducation, mais c'est quand même beaucoup la santé. Donc s'il y a ce dispositif-là, mutuelle santé diaspora, ça allège un tant soit peu les sollicitations individuelles des uns et des autres. Ceux qui participent à ce dispositif, les siens du moins, sont pris en charge au pays. Bon, c'est un exemple que je donne là, hein, pour dire innovons. Ce que je dis n'existe pas encore, c'est une proposition.
Si nous sommes élus, c'est vraiment quelque chose à travailler sur 2 ans au moins avec des experts. Et j'ai bonne confiance que si on travaille bien, qu'on mobilise des soutiens publics, privés, on va arriver à cette mutuelle-là. Je rappelle que je signale plutôt que normalement cette émission devrait être tenue avec vos 2 autres concurrents qui malheureusement n'ont pas pu venir. Voilà pourquoi on se retrouve qu'à 2. Je ne serai pas leur avocat, mais je veux vous inviter à nous dire, dans le contexte actuel, politique actuel de votre pays, comment pensez-vous concilier ceux d'ici et ceux de là-bas alors que les choses ne sont pas alignées comme avant, politiquement, pour les uns et les autres? Disons, nous, on reste toujours sur le même principe. Quand on va vers une structure comme le Haut Conseil des Burkinabés de l'extérieur, c'est une position, on va dire, on rend service, c'est une mission de quelque part d'intérêt général. Qui dit intérêt général dit la capacité à rassembler. Et qui dit la capacité à rassembler veut dire qu'à un moment donné, sans dire que ce n'est pas important, il faut que nous allons au-delà des opinions, des engagements politiques des uns des autres. On peut être président du Haut Conseil des Burkinabés de l'extérieur sans avoir un brin politique en soi? Disons, dans le dispositif, le président du Haut Conseil, c'est le ministre burkinabé des Affaires étrangères. Et les délégués qui vont être élus participent, notamment au travers d'un congrès qui se tient tous les 2 ans. Mais le délégué, moi je pense quand même une de ses forces, c'est sa capacité à rassembler. C'est pas qu'on n'a pas d'opinion politique soi-même, pas du tout. Personnellement, je pense que Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les Burkinabés sont enclins à cette élection, vu les difficultés politiques qu'ils vivent là-bas au pays, et que ceux d'ici doivent serrer la ceinture pour contribuer à améliorer la vie de ceux qui sont là-bas? On ne sait pas si ça s'améliore vraiment ou pas, mais en tout cas, il y a une difficulté sur place qui fait que l'implication de ceux d'ici est accentuée. Et je me demande s'ils ont vraiment la tête à une élection ici dans ce sens-là. Alors, c'est vrai que c'est une vraie question. Dans la mesure où, comme tout le monde le voit, hein, c'est un contexte de guerre. Le Burkina Faso est en guerre comme le Sahel. Et que malheureusement, cette guerre-là qui est imposée, il faut dire la réalité des choses, déjà les populations doivent faire face à ça. Dans un contexte qui n'était pas simple, hein, déjà, on se rappelle toutes les difficultés à mettre en place des systèmes de santé et d'éducation dans les années 2000-2010. Jusqu'à ce qu'il y ait l'insurrection dans ce pays, 2014, ça c'est connu. Ça veut dire quoi? Un pays où il y a eu l'insurrection, ça veut dire que ça n'allait pas. La situation a pu s'aggraver du fait d'une instabilité politique quand même qui est intervenue. Il y a eu 2 coups d'État quand même à se rapprocher. Tout ça sont des réalités qu'il faut prendre en compte. Mais je pense que la priorité... Il faut dire qu'il y a eu une décennie de coups d'État, de 2014 à maintenant, plus d'une décennie de série de coups d'État. Voilà, en tout cas, il y a une instabilité politique qui est là, mais en même temps, je pense qu'il y a une lueur d'espoir dans la mesure où, fidèles aussi à leur tradition de lutte, les Burkinabés se donnent toujours un cap, hein, quel que soit le contexte. Et on se dit, Burkinabés de l'intérieur et Burkinabés de l'extérieur, il faut qu'on se dise qu'on a à construire un pays, d'abord à le défendre parce que il est menacé en effet par toutes sortes de hordes hein, qui déferlent, qui attaquent, qui disparaissent, qui veulent, mais ils ne le cachent pas. Ils veulent carrément récupérer des territoires entiers et s'installer là. Donc, je veux saluer ici toute l'énergie qui est mise en place sur le champ des batailles, des forces de défense et de sécurité, pour les volontaires de défendre la patrie, pour contrer tout ça. Mais une fois qu'on fait ça, ça ne s'arrête pas là. Il faut aussi le développement. Il faut arriver, et c'est là que la diaspora prend toute sa place, me semble-t-il. Quand ceux de l'intérieur résistent pour défendre le territoire, ceux qui sont à l'extérieur ont pour obligation
pas seulement morale, citoyenne, d'apporter leur contribution. Vous êtes actuellement le président de l'Union des Burkinabés du Grand Ouest, Oui. c'est-à-dire toujours la région Ille-et-Vilaine, la région Bretagne en tout cas. Quel est le bilan que vous avez fait et pensez-vous que ce bilan permettra à vos compatriotes de vous faire confiance pour vous élire pour le Haut Conseil des Burkinabés du Grand Ouest encore? On part toujours du principe qu'on est en démocratie. Quand on se présente à une élection, ce n'est pas seulement pour son bilan, c'est aussi pour ce qu'on souhaite faire pour la suite. Mais on dit souvent qu'un bilan doit parler de lui-même. Je vais citer 3 exemples très concrets qui sont palpables, que chacun peut vérifier. Avant notre arrivée en responsabilité à ce poste-là, pour ainsi dire, les 10 villes qui constituent la zone, il n'y avait pas de lien en réalité. Les gens, beaucoup ignoraient d'ailleurs où commençait leur zone, où se terminait. Vos compatriotes dans le Grand Ouest? Dans le Grand Ouest. Vraiment, la première action que j'ai entreprise et soutenue par mon équipe, ça a été de dire, créons, c'est ce que j'évoquais tantôt, le parcours de communauté. Créons une symbiose entre les villes. Ça a consisté à quoi? Alors que les textes réglementaires ne m'y obligeaient pas du tout, dès mon élection, je me suis entouré d'une équipe. Ça n'existe pas, hein. Les collègues des autres circonscriptions de France n'ont pas agi ainsi. Donc nous sommes, le mandat a fonctionné avec une équipe de 26 personnes dans les 10 villes de la zone. Ça veut dire quoi? Qu'on a eu le souci vraiment d'être au plus près du terrain, de travailler à l'écoute des compatriotes, et le délégué que je suis concertait régulièrement ces 26 personnes. Là, c'est un exemple très concret. Deuxième exemple, c'est un exemple au niveau économique. Nous avons travaillé patiemment, mois après mois, à mettre en place une convention économique entre le Conseil régional de Bretagne, le Conseil régional de la région centrale Ouagadougou, et cette convention visait à quoi? C'était d'identifier des porteurs de projets économiques en Bretagne qui veulent monter des entreprises au Burkina ou développer des activités économiques pour qu'ils soient identifiés, accompagnés, formés, et dans les 3 premières années, il y a un fonds qui les soutiendrait. Cette convention a été travaillée avec les 2 collectivités locales. Notre union des Burkinabés du Grand Ouest a été vraiment la cheville ouvrière de ce partenariat. On l'a signé à Ouagadougou. Patatras pour nous. Le contexte que j'évoquais tantôt, d'instabilité politique, de difficultés, n'a pas permis que nous puissions... On avait identifié déjà un échantillon de 10 jeunes à soutenir. Bon, moi, je ne perds pas espoir. Je me dis, voilà un travail qui a commencé. Si vraiment il y a une dynamique, et je l'espère qu'il y en aura, il faut qu'on reparte encore à la charge et qu'on retravaille cette convention-là. 3e exemple pour terminer là-dessus, il y a que, et on le sait, le Burkina Faso, c'est un pays de grande culture. Et nous aimons bien magnifier la culture burkinabé. Nous avons imaginé de mettre en place avec la délégation de Burkina Faso à l'UNESCO une grande journée culturelle pour magnifier la culture. Là aussi, j'ai travaillé pendant plusieurs mois avec l'ambassadeur du Burkina Faso à Paris, son équipe, la délégation de Burkina à l'UNESCO. Bon, moi-même ayant... Oui, voilà, non, mais... n'en rajoutez pas. Moi, on sait que vous travaillez beaucoup pour votre pays. Ça, voilà. Vous êtes une non, mais c'était pour vous situer. Et non seulement pour ça, voilà. vous êtes aussi une figure connue dans tout ce qui est combat pour l'Afrique. Oui, en France, ici, on vous connaît depuis des décennies pour ces engagements-là. Et pour n'importe quel Africain qui a un besoin dans une lutte qui rehausse l'image de l'Afrique, et non pas seulement que du Burkina, vous êtes là. Mais... Arjuma, il s'avère que dans les pays du Sahel aujourd'hui, le taux de migrants croît par rapport aux pays voisins et ailleurs. C'est ça. Est-ce que ici, en tant que président de l'Union des Burkinabés du Grand Ouest ou en tant que citoyen français et burkinabé en France, vous avez enregistré un grand nombre de vos compatriotes qui arrivent de plus en plus ces dernières années ou pas?
Non. Alors, si je prends la situation que je connais le mieux du côté du Grand Ouest, on a le contact régulier avec des jeunes migrants. Moi, j'ai beaucoup plus la Côte d'Ivoire, les pays d'origine, la Guinée-Conakry. Après, il faut voir peut-être du côté du Libéria ou autre, ou après, quand on remonte vers l'Afrique, la Corne là-bas, l'Érythrée, mais Burkinabé, je n'en vois pas. Oui, Après, mais déjà, le Burkina n'est pas un pays de grande immigration, à part en Côte d'Ivoire. Voilà, hein, exactement. parce que on voit beaucoup de Maliens au Congo, en Afrique centrale, en Angola, jusqu'au-delà. C'est ça. Mais les Burkinabés, on les a toujours comptés sur les doigts, sur les doigts les mains. Comment on dit l'expression? Les doigts d'une main, oui, c'est ça. Sur les doigts d'une seule main, à chaque fois qu'on se retrouve pour dans illustrer un pays. ça, à titre de comparaison. Mais est-ce que parmi ce taux faible de migrants burkinabés, il n'y a pas eu quand même un pic par rapport à la situation sécuritaire dans votre pays? Là, très clairement, je n'ai pas la réponse. Ouais, d'accord. Pour dire quoi? Parce que, alors, à titre de comparaison, on travaillait sur le forum de 2018 et nous avions, c'est une estimation, hein, on était à 6 000 Burkinabés en France. À titre de comparaison, les Maliens, c'est combien? J'ai face à moi une experte de la question, pas que du Mali, d'ailleurs, de beaucoup de pays africains. Je me trompe en disant 300 000, 400 000 ou plus? C'est exactement ça, aux alentours de 300 à 400 000. C'est la deuxième plus grande communauté après l'Algérie en Afrique. Voilà. Donc on voit, bon, nous on est autour de 6 000. 6 000, oui. Non, le Burkinabé, c'est la migration, c'est avec la Côte d'Ivoire, ça c'est connu. Exactement. Je voudrais vous inviter à décliner votre programme. Je n'y peux rien si vos deux autres concurrents n'ont pas pu venir, qui ne sont pas là, mais dites à vos compatriotes quels sont les grands axes de vos propositions à eux. Alors, j'ai commencé à parler du social, déjà. C'est vraiment ça, le point de départ. Le social, j'ai parlé du logement des jeunes, j'ai parlé aussi de la santé. J'ai parlé, un élément important quand on parle du social, c'est à la croisée du social et de l'économique, mais bon, c'est beaucoup plus du social, c'est la question des pensions des retraités. Il y a une demande importante, c'est pas seulement que dans la communauté burkinabé, qu'ayant servi ce pays-là où nous sommes, la France, pendant des années et des années, ceux qui légitimement prennent leur retraite, pas tous, mais beaucoup souhaiteraient, par exemple, quand ils vont passer leurs vacances ou ils veulent finir leur jour au pays natal, avoir la possibilité de toucher leur pension là-bas. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà, ça, je pense que c'est un beau combat à mener, ça. Est-ce que vous pensez que beaucoup sont enclins à repartir là-bas avec cette question sécuritaire dont on ne connaît pas l'issue? Oui, et aussi, assez paradoxalement, le lien n'est pas rompu. Les gens repartent. Le constat qu'ils font, c'est qu'ils ne peuvent pas, comme dans les belles années, aller partout. Et encore, il y a des zones où on peut quand même circuler, sortir. Bon, ça veut dire qu'il y a un fort attachement des Burkinabés, de ces retraités-là, qui veulent, en étant au Burkina, pouvoir toucher leur pension là-bas. Ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est une négociation qui me paraît importante entre les deux pays. Le délégué au Conseil peut s'en mêler et apporter ses propositions. Alors, je passe vite sur les autres aspects. Je ne vais pas énumérer tout. On a vraiment travaillé en équipe et on a un programme, pas seulement que des idées, mais des équipes qui sont prêtes à les mettre en œuvre. Je prends le volet administratif. Le volet administratif, vu le contexte français où tout le monde l'entend, il y a des propos quand même durs, des pratiques aussi, des menaces à peine voilées sur les droits des étrangers de la part de certains dignitaires de ce pays. Ah oui? Un exemple. On ne va pas tourner autour du pot quand même. Le ministre de l'Intérieur actuel, Retailleau. Oui, mais dites-le. Oui, je le dis, c'est pas que je m'en cache. Oui. Bon, ça fait partie d'un de mes combats d'ailleurs, de dire que tout en étant nous respectueux du droit français que nous connaissons par ailleurs, nous sommes attentifs aussi à ce que ce droit
qui est un droit qui donne une hospitalité à l'étranger, ces droits-là soient respectés. Et nous n'accepterons pas une instrumentalisation politique, d'où qu'elle vienne. Parce que les étrangers ont des droits. Le seul regret déjà, qu'on elle a fait... dit que l'immigration n'est pas une chance pour la France ou, Oui, bon, ou pas une richesse pour la France. je pense que... Bon, je crois que vous avez une élue départementale que vous connaissez bien. Exactement. Et qui a pu voilà, Oui, ben, pour gravir ne pas les la échelons citer, de sans-papier à voilà. élue départementale, une Ille-et-Vilaine. Congolo-centrafricaine. Oui, en Ille-et-Vilaine. Régine Komokoli, pour Oui, ne pas bien, la pour ne citer. pas la citer. Voilà. Qui va faire d'ailleurs une grosse manifestation dans les rues le 8 mars, Oui. parce que la salle de la mairie lui a été refusée pour célébrer la femme ce jour-là. Oui, oui, oui. Et, voilà, ouais. Et donc, elle a même un article aussi dans l'Humanité. Bon, ça, c'est le côté clin d'œil à la Journée internationale Donc, de la femme. on était dans l'administratif, donc il y a ça. Une vigilance sur accompagner ceux qui pourraient être en situation administrative délicate. Ça, c'est vraiment un point important. Toujours sur ce volet de pôle administratif, on va regarder le contrat de gestion des flux migratoires, signé le 10 janvier 2009 par la France et le Burkina. C'était à Ouagadougou. On est prêt à plusieurs années plus tard. Où en sommes-nous? Quelle actualisation doit-on faire de ce contrat? Ça va être aussi regardé de près par notre équipe si on est élu. Au niveau de solidarité, puisque tout ça c'est relié, la solidarité c'est d'abord ici. Comment on va développer l'entraide entre les Burkinabés, les amis du Burkina? Comment on va accompagner, soutenir ceux qui sont en difficulté? Et une fois qu'on fait ça, on n'oublie pas le pays, bien sûr. Je l'ai dit tantôt, il faudra, sans être en mesure d'apporter tout, mais mobiliser des moyens pour soutenir la veuve et l'orphelin, comme on dit, identifier des populations déplacées qu'on pourrait aider ponctuellement. Impacter aussi sur la gestion de la crise sécuritaire dans le pays, non? De toute façon, il faut qu'on soit attentif à cette évolution-là. Merci beaucoup, Arjuma Sirima. Alors, dans le déroulé, je ne vais pas prendre trop de temps. On est en fin de l'émission. Oui, c'est vrai. Donc, mais j'invite évidemment celles et ceux qui nous écoutent, je les en remercie, à se reporter sur notre programme qui est diffusé sur tous les réseaux sociaux. Et parce qu'il y a d'autres aspects que je n'ai pas le temps d'énumérer là, le volet culturel, le volet associatif. Très rapidement, sur le réseau de Arjuma Sirima, voilà, que beaucoup d'Africains qui combattent pour les libertés africaines connaissent. Arjuma Sirima est donc candidat au Haut Conseil des Burkinabés de France et président de l'Union des Burkinabés du Grand Ouest, donc la région allant de Brest à Orléans. Au Loiret. Au Loiret. C'est ça. Voilà. Et voilà, c'est la fin de notre émission. Nous nous retrouverons prochainement tout en ayant une grande pensée pour les femmes de l'Est de la RDC, tributaires de l'invasion rwandaise sur leur territoire. Je voulais m'associer vraiment à cet appel. Merci beaucoup, mais le temps n'y est plus. Merci. OK, merci.